dans les champs ou qui vont être observés prochainement. En tout cas, c'est toutes des choses de l'année. Puis, donc, je vais vous les présenter. J'ai des photos, des fois j'ai des exemples vivants. Je vais vous donner des choix de réponses pour vous faire deviner un peu c'est quoi. Et puis, ensuite de ça, on va expliquer pourquoi c'est la cause, puis pourquoi c'est pas les autres choix. Donc, avant de commencer, je vais juste vous donner quelques trucs sur comment on diagnostique un problème phytosanitaire quand on en rencontre un. Donc, premièrement, bien, vous devez connaître très bien le champ dans lequel vous avez observé le symptôme. Bon, donc, vous devez connaître la culture, évidemment, le sol, la fertilisation, les pesticides qui ont été appliqués en traitement de semences ou en foliaire. Donc, vous devez avoir une bonne connaissance du champ. Ensuite, il faut que vous fassiez des observations au champ, évidemment, puis que vous vous posiez des questions. Donc, depuis quand le problème est apparu? Est-ce que c'est la première fois que j'observe ça? Est-ce que c'est apparu soudainement ou graduellement? Est-ce que les cultivars de la même entreprise sont affectés de la même façon ou ne sont pas affectés? Est-ce qu'il y a eu un changement récent dans la régie de culture? Est-ce que les conditions climatiques ont été adverses cette année? C'est quoi le stade de croissance de la culture? Puis c'est quoi le pourcentage de la superficie affectée? Ensuite de ça, il faut savoir, est-ce que le problème est parasitaire? Donc, est-ce qu'il est lié à un micro-organisme comme des maladies ou des insectes? Ou s'il est non parasitaire? Donc, dans ce cas-là, on parle plus de dérives d'herbicides ou de dommages d'herbicides, tout simplement, et de carences minérales. Donc, comment qu'on peut faire la différence un peu entre les deux au départ? Donc, quand c'est parasitaire, donc quand c'est lié à une maladie ou un insecte, les plants affectés vont être distribués de manière éparse dans le champ. Donc, il peut y avoir des petites patches, ou ça peut être quelques plants incités là, ça peut être en bordure aussi, si c'est une invasion d'insectes, par exemple. Quand c'est non parasitaire, bien là, on va observer soit que le problème va être en bordure, soit que ça va être des rangées dans le champ ou des blocs. Ça peut être aussi tout le champ qui est affecté dans ce cas-là. Quand c'est parasitaire aussi, souvent, ça va être juste un cultivar sur l'entreprise qui va être affecté, tandis que quand c'est non parasitaire, ça va être plusieurs cultivars. Donc, voilà. Puis c'est quoi qu'on observe généralement? Bien, c'est des dommages sur les feuilles. Souvent, c'est ça qui va nous sauter aux yeux. Donc, quand c'est parasitaire, les dommages sur les feuilles vont apparaître généralement graduellement. Puis des fois, on va retrouver des plants qui démontrent les dommages, d'autres qui sont moyennement affectés, puis d'autres qui ne démontrent pas les dommages. Quand c'est non parasitaire, bien, les dommages vont apparaître plus ou moins rapidement, puis généralement, ça va être tous les plants qui vont être affectés. Donc, j'essaie juste de passer vite. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais aussi quand c'est parasitaire, souvent, on va voir les taches sur les feuilles vont être comme brun à rouge, puis ils vont être entourés d'un halo jaune. Donc, le halo jaune, c'est un signe que la plante se défend contre un micro-organisme. Puis, quand c'est non parasitaire, bien, les taches ou les dommages sur les feuilles vont avoir un contour généralement net, puis il n'y aura pas de halo jaune autour. Donc, on va commencer, si vous êtes prêts, avec les cas. Puis, c'est pas nécessaire de prendre des notes. Donc, toute ma présentation, je vais vous la donner après sur papier, en couleur. Puis, j'ai la feuille réponse aussi avec toutes les bonnes réponses puis les explications. Donc, c'est juste observer puis amusez-vous. Donc, on a notre premier cas. Donc, ce que je fais, c'est que je vous montre les photos au départ. Quand j'ai des exemples vivants aussi, je vous les montre. Puis je vais vous donner aussi quelques informations sur le champ pour que vous aider dans votre diagnostic. Donc, juste passer ça un peu, les échantillons. C'est pas ma spécialité. Donc, les informations sur ce champ-là, c'est du blé d'automne. Ça a été observé, le dommage, vers la fin juin. Tout le champ présente les symptômes, puis il y a un autre cultivar de blé sur la même entreprise qui ne présente pas les symptômes. Puis il n'y a aucun insecte qui a été observé dans le champ. Donc, vous avez 3 choix pour ce cas-là. Donc, est-ce que c'est, selon vous, de la rouille brune?
qui est une maladie fongique. Est-ce que c'est de la jaunisse nanisante, qui est un virus, ou si c'est de la rouille jaune, qui est une maladie fongique? On dit juste rouille. OK. Ben, c'est correct. C'est ça aussi, c'est de la rouille. Donc, c'est une maladie fongique. Puis, c'est ça, c'est de la rouille jaune, en fait, que je vous présente. Puis, j'ai de la rouille brune, si vous voulez faire la différence, mais c'est quand même pas évident là, de faire la différence, mais je vais vous donner quelques trucs pour le faire. Donc, la rouille jaune, elle a été observée pour la première fois au Québec en 2013. Ça s'appelle Stripe Rust en anglais. Les spores y arrivent principalement des États-Unis. Donc, on ne pense pas qu'elle survit à l'hiver au Québec, mais elle a été observée en 2013 sur du blé d'automne, en 2014 sur du blé de printemps et du blé d'automne, puis cette année aussi sur du blé d'automne. Le cas que je vous ai présenté, c'est du blé d'automne. C'est un cultivar extrêmement sensible qui est testé dans les essais RGCQ. Il n'est pas commercialisé, mais c'est un bon indice pour nous. Il nous permet de savoir si la rouille jaune est présente ou pas. Comment on fait pour différencier la rouille jaune de la rouille brune? C'est vraiment avec les pustules qu'on retrouve sur les feuilles. Donc, les pustules de la rouille jaune vont être jaunes généralement, mais quand ils sont plus vieux, ils deviennent un petit peu orange. Sont petites, sont allongées, puis sont disposées en suivant les nervures de la feuille. Tandis que la rouille brune, bien, les pustules vont être orange-brun, sont généralement plus circulaires, puis sont disposées n'importe où sur la feuille. Ils ne suivent pas les nervures comme telles. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire la différence. L'autre choix, ce que je vous avais montré, c'était la jaunisse nanisante. Bon, ça, c'est un virus, puis il est seulement transmis par les pucerons. Donc, moi, j'avais dit qu'il n'y avait aucun insecte dans le champ, donc c'est pas ça. Puis, les symptômes ne sont pas tout à fait pareils, c'est plus le bout des feuilles qui jaunit. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, on a un deuxième cas. Donc, vous pouvez observer les déchirures dans la feuille, puis aussi des espèces de boursoufles sur les feuilles. Puis, j'ai des plants aussi ici qui présentent les symptômes. Je ne les ferai pas circuler, mais je vais juste les mettre ici. Donc, c'est ça. Je vais mettre ça pour l'instant. Donc, il y a des plants qui sont assez bien développés. Il y en a d'autres qui sont restés plus petits puis qui ont talé aussi. Donc, les informations, bien, c'est tout ce que je vous donne. Dans le fond, quelques plants affectés ici et là dans le champ. Donc, les choix de réponse, est-ce que c'est une phytotoxicité due à un herbicide hormonal, comme le MCPA, par exemple? Est-ce que c'est la maladie de Stewart, qui est causée par une bactérie, ou si c'est un dommage de punaise? Les punaises. Les punaises, oui. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est la punaise brune qui aurait causé ces dommages-là. Il y a plusieurs sortes de punaises dans les champs. Il y en a des bénéfiques, puis il y en a des nuisibles. Les bénéfiques, souvent, sont des prédateurs d'autres insectes qui sont nuisibles. Puis les nuisibles, bien, eux, les punaises nuisibles, bien, ils s'alimentent en piquant et suçant le plant. Donc, elles injectent en même temps une enzyme phytotoxique qui fait que la plante, quand elle pousse, elle a des déformations. On peut même voir, tu sais, des fois, on observe des croix épis. Donc, c'est un épi à la place de la croix. Donc, ça peut être causé par la punaise aussi. Donc, ça fait comme un dérèglement hormonal dans la plante. Puis aussi, les dommages qu'elle fait là, sur les feuilles en s'alimentant, bien, c'est sûr que c'est une porte d'entrée pour les pathogènes qui sont présents. Donc, souvent, on va observer du charbon sur les plants qui ont été affectés par la punaise. La maladie de Stewart, ça, c'était un autre des choix de réponse. Bon, les dommages, c'est surtout des lésions comme ça, grises, brunes sur les feuilles, ondulées un peu. Les cultivars de maïs-grain de grande culture sont généralement résistants à cette maladie-là. C'est surtout le maïs sucré puis le maïs de semence qui est sensible. Puis de toute façon, cette maladie-là est transmise par l'altise du maïs. Puis cet insecte-là, c'est plus ou moins d'importance au Québec parce qu'il ne survit pas à l'hiver. Puis si ça avait été une phytotoxicité au MCPA,
qui est un herbicide hormonal, bien, c'est sûr que tous les plants dans le champ auraient été affectés pareil. Puis, c'est ça. Souvent, ils meurent. Puis, la croissance est très affectée, ils poussent moins bien. Donc, le troisième cas, donc, je vous donne une photo d'un champ de soya, prise quand même de loin. Puis, on observe des patterns jaunes comme ça dans le champ. Donc, je vais vous donner les informations. Le problème phytosanitaire est observé par plaques dans le champ. Il y a un brunissement de la bordure des feuilles, puis il y a une chlorose des feuilles aussi. Puis le soya est au stade R4, donc quand même assez avancé. Donc, est-ce qu'on parle de A, un problème d'inoculation, B, le nématode acquise du soya, ou C, une carence en potassium? OK. Nématode, potassium, on entend ça un peu. Donc, c'est un problème de nématode acquise du soya. Donc, vous n'observerez pas ça ici au Québec, des symptômes comme ça jusqu'à maintenant. Ben, pour le moment, je veux dire. Donc, je vais juste vous mettre un peu dans le contexte. Donc, le nématode acquise du soya il a été découvert pour la première fois au Québec en 2013. Puis en 2014, au RAP, on a fait un échantillonnage de plus de 54 champs, dans le fond, au Québec. Puis à peu près le tiers de ces champs-là où le nématode a été détecté. Les populations sont très faibles, donc c'est vraiment à la limite de la détection. Puis juste un de ces 18 champs-là qui était positif, où les kisses étaient très, très beaux, puis il y avait plein d'œufs dedans. Les autres, c'était des kisses un peu sèches. Donc, on pense que la reproduction n'est pas très, très active dans les champs présentement. Donc, les densités d'œufs par 100 grammes de sol, c'est à peu près 30 au Québec. Puis dans les champs très, très infestés en Ontario et aux États-Unis, on parle d'une densité de 500 à 2000 œufs par 100 grammes de sol. Puis même dans les champs qui présentent les symptômes que je vous ai montrés, c'est plus 4000 œufs par 100 grammes de sol. Donc, on n'est pas rendu là encore. Juste pour vous donner un peu d'infos aussi, le nématode acquise du soya il est déréglementé depuis 2013. Donc, si on en a, vous n'êtes pas obligé de le déclarer comme tel. Donc, c'est ça. C'est oui. La même famille que ceux des pétates? Ben, c'est des nématodes, oui. On peut-tu avoir la même, dans le temps, la même contrainte que les pétates, qu'on soit plus capable de semer du soya sur ces parcelles-là? C'est sûr que dans les champs que c'est très, très infesté, là, il faut faire des rotations avec d'autres cultures. Puis il y a aussi des cultivars qui sont résistants aux nématodes acquis, donc il faut les utiliser dans ces champs-là. Mais souvent, les producteurs, ils ne s'empêchent pas de cultiver du soya dans les champs infestés. J'ai une question pour ça. Oui. Le nématode, ça ne semble pas être une problématique. C'est pas une problématique au Québec pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Donc là, on n'est pas rendu à donner des recommandations pour travailler toujours en amont, pour que les producteurs, ils ne peuvent pas tout de suite dire, ben moi je change ou certaines pratiques ou je fais attention à telle chose afin d'éviter que le nématode se propage. Là, on n'en est pas rendu là encore. Bien, c'est sûr que si il y a un champ qui est positif sur l'entreprise, bien, il faut le traiter un peu différemment dans le sens qu'il faudrait comme le travailler en dernier, il faudrait nettoyer un peu la machinerie parce que c'est un parasite qui se transmet par le sol. Donc, s'il y a du sol qui est collé sur les roues de tracteur, bien, vous pouvez le transmettre dans d'autres champs. C'est vraiment comme ça qui se transmet, donc il faut faire attention. Puis c'est pour ça que c'est important peut-être de faire tester quelques champs sur vos entreprises pour le savoir, pour éviter de le propager. Oui. Mais quand tu dis que c'est déréglementé, ça veut dire que c'est pas comme à Saint-Amable où ils peuvent pas sortir du sol ou déplacer des tracteurs d'un champ à l'autre. C'est ça. C'est pas le cas pour... Non, c'est ça. C'est vraiment déréglementé. Puis, oui. Puis là, Katia, si moi j'ai des doutes sur un de mes champs, qu'est-ce que je fais? La meilleure chose à faire, c'est de prendre un échantillon de sol à l'automne.
juste avant la récolte du soya ou juste après, avec quelques racines de soya dedans, puis de l'envoyer dans un laboratoire d'Agriculture Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, c'est encore gratuit de le faire. Donc, je vous conseille tous de le faire prochainement. Puis, dans le fond, j'ai oublié, mais j'avais amené des échantillons de kystes sur les racines pour vous montrer. Ça, dans le fond, j'ai 10 pétris, puis il faut absolument que j'aille les 10 à la fin de la présentation. Donc, c'est ça, c'est des... Vous allez voir que les kystes, il y a des kystes sur les racines, puis des fois, il y a des nodules, là, tout dépendant des pétris, mais vous allez voir que c'est très petit, c'est à peu près 10 fois plus petit qu'un nodule. Peut-être juste les passer en arrière après. Donc, c'est ça. Ça se voit à l'œil nu, mais c'est très, très petit. Oui. Est-ce que, Katia, tu vas envoyer un avertissement via le RAP pour dire ça pour le nématode, prenez les échantillons? Bien, on a déjà un bulletin d'information qui donne la procédure pour faire l'échantillonnage d'un champ. Puis, on indique aussi où l'envoyer, tout ça. Donc, mais je pourrais peut-être faire un rappel. Là. Bien, plus tard, tu sais. Oui, à l'automne. OK. Oui. Est-ce que quand on lave, mettons, nos racines de soya, normalement, ça devrait rester attaché, fait qu'on pourrait le voir sur les racines de soya? Oui. Non, vous pouvez le voir. Oui. Puis des fois, pas besoin de les laver non plus. Des fois, oui. Juste les déterrer, les brasser un peu, puis ils restent attachés parce qu'ils se nourrissent à partir de la racine, donc c'est sûr qu'ils restent attachés. C'est moi qui Oui. en avais deux. Les engrais qui diminueraient la population? Pas vraiment. Non, une fois que c'est dans un champ, c'est très difficile de diminuer la population. On ne peut pas l'éradiquer, en tout cas, ça, c'est sûr. Oui. Ouais. C'est quoi le rendement à ce moment-là pour le soya? C'est sûr que ça va affecter le rendement, mais quand les populations sont élevées, oui, il peut y avoir beaucoup de plaques jaunes dans le champ. Des plaques jaunes dans le champ. Il y a certaines parties dans le champ où ça donne rien. Oui, ça peut. Puis aussi, Ça va s'étendre. quand ils sont sur les racines, bien, c'est sûr qu'ils font des petits trous, ou en tout cas, les pathogènes peuvent s'infiltrer, puis souvent, bien, on va observer des maladies sur ces plants-là, plus que sur d'autres. Et dans les engrais verts, comme le radis, est-ce que justement les radis ne nuisent pas aux nématodes? J'ai jamais lu rien là-dessus encore. En Europe, la betterave est affectée par un nématode aussi, et ils préconisent de mettre les engrais avec des radis. OK. J'ai pas lu rien. J'ai quand même fait le tour de la littérature. Là. À date, il n'y a pas vraiment de culture qui... Qu'est-ce qu'ils font? Bien, c'est des rotations. C'est vraiment ça, des rotations avec des cultivars résistants aussi pour comme diminuer la reproduction dans le champ. C'est... Il y en a en Ontario. Oui. Donc, on ne fait plus de soya pendant plusieurs années. Est-ce que ça disparaît à un moment donné, ça? Ou ça va rester? Ça n'a pas de l'air, non. C'est pas éradicable. Même si à un moment donné, tu reviens en soya, là, ça va être le problème avec le Oui, mais au moins, en faisant des rotations, la reproduction est limitée. Puis, parce que le soya est plus là, de toute façon. elle se fait, mais moins vite, parce que vraiment, ils se développent sur les racines. Le soya. Oui. Mais les kystes, les œufs peuvent être viables dans le sol très longtemps. Donc, c'est pour ça que dès qu'il y a du soya, bien, ça recommence. Ça résiste au gel, il faut voir. Oui. Il n'y avait pas de sel qui avait quelque chose de positif pour réduire la population de J'ai jamais lu ça, là, comme tel. Mais... Du sel, là. Pas le seigle, ou on va revenir au sarrasin. Mais sachant que ça va venir au Québec, pourquoi qu'on n'est pas proactif et semer du soya résistant? Ben, à ce moment-là, il s'implante. Et il va s'implanter quand même, je pense, mais... Oui. Ben, c'est une option. Il faudrait voir les cultivars de soya résistants, leur rendement. Hein. Des fois, ça peut être un petit peu moins que les soya ordinaires, donc c'est pour ça que... Ça prend du temps de développer aussi, les cultivars. Oui. Donc, c'est ça. Je pense qu'on est mieux de procéder avec une rotation. Soya, maïs. Oui, en tout temps. Dire qu'on somme trop du soya, c'est là que le problème va venir si tu as trop d'années de soya à la même place. Oui, puis pas juste les nématodes, toutes les maladies. Puis, c'est ça, en rouge qui sont positifs. Hein? Oui, c'est ça, les rouges. Ouais. Fait que Québec. Oui, il y en a pas mal dans toutes les régions qu'on a vérifiées.
peut-être juste mentionner au sérum, le programme d'amélioration génétique du soya, Louise a intégré justement le développement de la résistance des plants de soya aux nématodes acquis. L'amélioration génétique, ça prend quand même plusieurs années. Donc, pour vous répondre dans ce sens-là, la disponibilité des cultivars n'est pas si. Il n'y a pas une gamme aussi importante, aussi variée. Ça se développe et le sérum contribue largement pour l'instant. Ouais. C'est bon, donc on respire. Donc, un autre choix de réponse, c'était la carence en potassium. Donc, ça ressemble beaucoup au nématode acquis. C'est vraiment les deux problèmes qui sont toujours mêlés. La carence en potassium aussi, elle va survenir par petites patchs dans le champ, puis les feuilles vont présenter les mêmes symptômes. Donc, elles vont être chlorosées, vont être nécrosées sur les bords. Donc, la meilleure façon pour le savoir, c'est comme faire dans cette parcelle-là, jeter un petit peu de potassium à la volée pour voir comment les plantes réagissent. Puis, si elles redeviennent belles, bien, ça peut nous donner une idée. Puis on peut faire des analyses aussi. Donc, cas numéro 4. Donc, vous avez deux champs qui sont assez proches l'un de l'autre. C'est pas un problème d'éclairage dans la photo, donc c'est vraiment, c'est ça. Ici, on a le champ endommagé, puis ici, on a le champ sain. On voit que le champ endommagé, sa couleur est foncée. Il est clairsemé. C'est deux champs de blé de printemps qui ont été semés pas mal en même temps. Quand on regarde de plus près le champ endommagé, on voit que les feuilles sont comme un peu fripées, puis on voit aussi qu'il y a une décoloration entre les nervures. Donc, c'est ça, c'est du blé de printemps. Le précédent cultural, c'est du blé d'automne qui n'a pas survécu à l'hiver. Le champ semble clairsemé, le stade de la culture est inégal, les plants sont bleu-vert. Puis, il y a un autre cultivar de blé sur la même ferme qui ne présente pas les symptômes. Donc, est-ce que c'est A, la mouche de S? Est-ce que c'est une dérive d'herbicide ou si c'est de l'asphyxie racinaire? J'ai des plants vivants aussi ici. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir quelque chose avec ça. Mais... Mais c'est peut-être plus une contamination. Je sais que ça peut créer. Donc, est-ce qu'il y en a qui se risquent avec une réponse? Asphyxie racinaire. OK, asphyxie racinaire. OK. Bien, dans ce cas-ci, c'est un dommage de mouche de S. Donc, c'est un ravageur occasionnel au Québec qui affecte généralement un petit peu plus le blé d'automne que le blé de printemps, mais comme on voit, il peut affecter le blé de printemps aussi. L'insecte, elle a 2 à 3 générations par année. Donc, vers la fin de l'été, l'adulte va pondre sur les plants de blé d'automne. Les larves vont descendre puis ils vont faire leur pupe dans le bas des plants. Puis les pupes, elles ressemblent à des petites graines de lin. Puis on voit aussi des larves sur cette photo-là, les larves blanches et la pupe orange. Donc, c'est ça, quand on observe un champ avec ces symptômes-là, bien, ça vaut la peine de regarder là, justement entre la gaine et la tige pour voir si on ne retrouve pas les petites pupes. Puis là, c'est ça, je disais dans les informations, c'est un champ, son précédent culturel, c'était du blé d'automne qui n'a pas survécu à l'hiver. Donc, probablement que le blé d'automne était infecté. Puis là, en semant du blé de printemps, bien, le problème a été remarqué dans le blé de printemps. Comment ça endommage les plants? C'est ça, c'est la larve. Les adultes pondent généralement dans les feuilles du haut. Puis là, les larves éclosent des œufs. Puis ils descendent, puis en descendant, ils s'alimentent sur les feuilles, puis ils injectent une salive toxique à la plante. Donc, ça peut faire en sorte de ralentir le croissement de la plante ou même d'arrêter sa croissance. La plante est frippée? Oui, c'est ça.
ça dérègle un peu aussi. Mais pourquoi l'autre parcelle n'a pas été affectée? C'est la même ferme? Ben, c'est que, oui, ben, c'est pas tout à fait à côté, mais c'est pas loin. Mais c'est que souvent, les adultes vont émerger du sol ou de la base là, des tiges, puis ils vont aller pondre juste à côté. Là. Dès qu'ils voient un plant de blé, ils pondent. Donc, ils ne voyagent pas beaucoup. À moins qu'ils ne trouvent pas de blé, bien là, ils vont voyager un petit peu plus, peut-être 1 ou 2 kilomètres. Mais c'est des petites mouches, donc ils ne voyagent pas sur de longues distances. Donc, c'est pour ça que c'était dans le même champ que c'est arrivé. Je comprends que tout le champ, il est... Bien, c'est une grosse infestation. C'est rare, là. Puis c'est rare que c'est grave comme ça, mais il y en avait. Il y en avait pas mal. Et ça se détruit-tu par la blé? Non. Ils survivent à l'hiver. Donc, la meilleure chose, c'est de prendre une autre culture, de semer une autre culture. C'est souvent juste les céréales qui sont affectées, principalement le blé. Mais quand tu vois ça, tu t'en appliques un insecticide, tu vas sur la culture? Je pense pas, parce que les pupes sont quasiment cachées dans la base des tiges, donc c'est très, très dur d'aller les chercher avec un insecticide. Je pense pas que c'est rentable de le faire non plus. Ça, c'était-tu dans le coin ici, ça? Ça, c'était au centre du Québec. Ouais. Donc, un autre choix que je vous avais donné, c'était l'asphyxie racinaire. Pourquoi c'est pas ça? Ben, c'est que l'asphyxie racinaire, ce ne sera pas les mêmes symptômes. Les plants vont être plus jaunis. La croissance ne sera pas forte non plus, mais il n'y a pas beaucoup de talage. Puis les feuilles là, présentent vraiment de la chlorose, de la nécrose, puis ils sont rougeaudes aussi en bordure. Puis une autre dérive d'herbicide, c'était l'autre choix. Bien là, c'est sûr que ça n'aurait pas été tout le champ qui aurait été affecté, ça aurait été juste un côté peut-être. Donc, on a un 5e cas ici. Donc, c'est du blé de printemps. Donc, on observe des espèces de stries blanches sur les feuilles. Donc, c'est pas mal ça qu'on voit quand on observe. Le printemps de cette année-là était frais et pluvieux. Bien, c'est cette année, en fait, on le sait. Puis, les symptômes sont inégaux au champ. Vu de loin, les endroits où le blé est affecté, ça a l'air argenté. Donc, est-ce que c'est A, une carence en azote, B, des dommages causés par des limaces, ou C, des dommages causés par le cryocère des céréales? Ça, c'est... Peut-être juste les passer en arrière après. Je vois. C'est dans la rouille, non? C'est plus blanc, il n'y a pas de chlorophyle. C'est quoi, André? Je ne l'ai plus. Donc, selon vous? OK, c'est exactement ça. C'est le cryocère des céréales. Donc, ça ressemble à ça. Des fois, on va voir les larves sur les feuilles. Ça ressemble à des petites boules brunes. Des fois, sont jaunes à brunes, en tout cas. Sont plus petites que des limaces aussi. Puis l'adulte, ben, c'est cet insecte-là qu'on voit là. C'est vraiment les larves qui ont causé les dommages. Puis ça a une génération par année. Donc, puis quand le printemps est frais et pluvieux, ça favorise aussi les infestations. Mais ça prend vraiment une grosse infestation pour causer des pertes de rendement. Comme si on observe une larve par tige dans tout le champ, bien là, c'est une infestation. Non, ça, c'est une infestation, mais si on n'observe pas ça, c'est ça. C'est rare que ça va causer des grosses pertes de rendement. Mais on en observe à ce temps-ci de l'année, justement, des symptômes comme ça. Les limaces, elles, bien, sont un petit peu plus grosses, puis ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles grattent les feuilles en s'alimentant. Puis elles ne passent pas au travers de la feuille comme telle, mais c'est quand il y a des pluies battantes ou des vents forts, bien là, les feuilles vont se déchirer. Donc, ça fait comme des déchirures longitudinales dans les feuilles. Puis les limaces, elles laissent une espèce de mucus aussi sur les feuilles. Donc, c'est un peu comme ça qu'on sait que c'est ça. Puis carence en azote, mais ça ne ressemble pas à ça du tout. Hein. C'est carence en azote, mais ce serait les vieilles feuilles qui seraient jaunies, mais ce ne serait pas des stries blanches comme ça. Donc, 6e cas.
Donc, c'est du soya. Puis, dans les baissières du champ, on observe des plants morts sur le rang comme ça. Puis, quand on regarde plus près au niveau des racines, ben c'est ça leur apparence. Donc, j'en dis pas plus. Donc, c'est ça, on observe des lésions rougeâtres sur les racines. Puis, il y a eu un traitement de semences comprenant un fongicide et un insecticide sur les semences. Donc, est-ce que c'est des dommages causés par les vers fils de fer, la pourriture des racines ou fonte des semis, comme on appelle, ou si c'est le syndrome de la mort subite? Là, je n'ai pas de choses à vous présenter pour l'instant. Oui, c'est ça. Le semis, peut-être dans les zones humides, dans les baissins. Donc, est-ce que vous avez une idée un peu? Pourriture des racines? Syndrome de la mort subite? OK. Donc, c'est de la pourriture des racines. OK. Oups. Donc, c'est ça. C'est les seules photos que j'ai, dans le fond. Mais pour le savoir, premièrement, bien, en déterrant les plants comme ça, on a vu justement la racine rouge comme ça c'est fusarium. Puis, on voit que les racines ne sont pas beaucoup développées non plus. Donc, c'est vraiment typique de la pourriture des racines. Puis aussi que c'est retrouvé dans les baissières du champ où c'est plus humide, c'est favorable aux pathogènes. Puis, dans le sol, bien, on retrouve des pathogènes qui peuvent causer la fonte des semis sont toujours présents, comme Pythium, Phytophthora, Fusarium, Rhizoctonie. Donc, ils sont toujours présents, mais c'est sûr que quand c'est plus humide, bien, ils vont être plus favorisés aussi. Les traitements de semences fongicides sont actifs à peu près 2 semaines après le semis. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est produit là, un peu plus tard. C'est ça que je pense que je voulais dire. Vers fil de fer, bien, c'est rare que ça s'attaque au soya. Ça va s'attaquer plus souvent aux graminées, comme au maïs et céréales. C'est des petits vers qu'on retrouve dans le sol, puis qui peuvent causer des dommages aux semences. Puis syndrome de la mort subite, ça c'est, premièrement, ça n'a jamais été rapporté ici au Québec, on n'en a jamais détecté. Puis ça ressemble plus à ceci, donc les plants ne mourront pas comme ça sur le rang, là, 1 ou 2 plants comme ça. Donc, premièrement, on va voir des syndromes ces symptômes sur les feuilles. On va voir de la décoloration entre les nerveux, ça va devenir jaune, ça va devenir nécrosé lorsque c'est plus important. C'est une maladie fongique causée par Fusarium solani. Mais c'est ça, ça n'a pas été détecté encore au Québec. Donc, tant mieux parce que aux États-Unis, oui. En Ontario, je ne suis pas sûre. J'aime mieux pas le dire parce que je ne suis pas sûre. Mais aux États-Unis, oui. Puis c'est souvent associé avec le nématode akiste aussi. Étant donné qu'il fait des lésions dans les racines, bien, c'est un pathogène qui va s'infiltrer puis causer des dommages. Ça, c'est des dommages un peu plus sévères, le syndrome de la mort subite. Puis c'est sûr que ça va causer la mort des plants, mais ça survient plus tard en saison, comme quand le soya est au stade de R4 à peu près, R5. Donc, voilà. Est-ce qu'on est encore bon pour le temps? Bien, 5 minutes? 5, 6, 7 minutes? OK, bon, je pense qu'on a le temps de finir. Donc, cas numéro 7, donc c'est du soya encore une fois. On observe des taches comme ça sur les feuilles qui ont transpercé les feuilles. C'est nécrosé, puis on voit aussi un petit halo jaune autour. Donc, les informations, il y a 2 semaines, il y a eu du temps frais, des pluies battantes et du désherbage mécanique. Il y a eu 2 applications d'Acapella à 10 jours d'intervalle. Les symptômes sont présents sur la face supérieure des jeunes feuilles, donc les feuilles du haut, puis ils apparaissent graduellement. Il y a des plants affectés, il y a des plants pas affectés. Puis un autre cultivar de soya qui ne démontre pas les symptômes sur la ferme. Donc, est-ce que c'est de la graisse bactérienne à halo, de la tache brune, du mildiou ou un dommage causé par le fongicide comme tel? Puis ça, j'ai des plants vivants, mais ça commence à flétrir un peu, mais... Si vous voulez voir quelques plants, je ne sais pas si on peut les sortir, mais je pense que oui. Ou en tout cas, je peux vous montrer des feuilles, en fait, qui sont affectées. Ça n'a pas l'air si pire. C'est juste un début, quoi.
Ouais, c'est un début à peu près, oui. Je vais juste prendre ça. Ça ressemble à ça. Donc, avez-vous une idée? Oui, c'est ça. OK. Est-ce que vous observez ça des fois dans les champs? Oui? Vous l'observez? C'est la même chose. C'est pas. Oui, c'est exactement ça. C'est moins dommageable, celle-là, que Oui, c'est ça. Pourtant, ça vient de la même place. Hein? Il y a des feuilles plus ou moins affectées. Donc, vous ne savez pas. Donc, c'est de la graisse bactérienne à halo. Donc, c'est une maladie bactérienne les bactéries survivent sur les résidus de culture, puis elles vont infecter le soya quand le soya il y a des dommages causés par la machinerie qui passe ou causés par la pluie aussi. Donc, je vous ai dit, il y a eu de la pluie battante en début de saison, il y a eu un passage pour un désherbage mécanique, donc ça a pu faire en sorte que la bactérie est entrée et qu'elle a infecté les plants. Aussi, une autre chose pour cette maladie-là, bien, elle va être activée plus par temps frais. Donc, c'est un peu ça qu'on a eu au mois de juin. Donc, c'est pour ça qu'on voit les symptômes maintenant au champ. Quand que le temps est chaud et sec, là, ça va limiter la progression de la maladie. C'est rare qu'elle va causer des grosses pertes de rendement, à moins qu'elle soit très sévère, mais c'est assez rare. Puis pourquoi qu'elle n'a pas été contrôlée par le fongicide? Bien, c'est parce que c'est une maladie d'origine bactérienne, donc ça ne contrôlera pas la maladie. La tache brune, elle, on l'observe surtout sur les vieilles feuilles des plants. Vous en observez sûrement souvent dans vos champs. Ça, c'est contrôlé par le fongicide. Puis c'est ça, encore une fois, ben, souvent, ça ne cause pas trop de dommages. Le mildiou, c'était un autre choix. Lui, les symptômes, est-ce qu'on va observer des taches jaunes sur le dessus des feuilles, puis des espèces de coussinets gris de mycélium en dessous des feuilles. Donc, c'est comme ça qu'on le différencie. Puis sur les semences qui sont infectées de mildiou, bien, on va voir qu'elles sont recouvertes comme d'un petit nuage gris aussi de spores et tout ça. Puis ça apparaît généralement plus tard en saison. Donc, vers le mois d'août, fin du mois d'août. Oups, OK. Puis, c'était l'autre choix, c'était le dommage causé par le fongicide. Bien, ça peut arriver quand le fongicide est utilisé avec un adjuvant, puis quand il est appliqué dans des chaleurs extrêmes. Ça peut faire un froissement des feuilles, mais ça ne ressemble pas à ces maladies-là. Puis, ça arrive pas tout le temps non plus. Donc, cas numéro 8, c'est une petite structure qu'on retrouve à la surface du sol, dans un champ en rotation maïs-soya depuis plus de 10 ans. Et puis, donc, ça allait passer. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que c'est des apotécies de la pourriture à sclérote, selon vous? Est-ce que c'est un champignon totalement inoffensif ou si c'est des structures de la pourriture phytophtoréenne? C'est quoi une apothésie? L'apothésie, c'est les champignons, dans le fond, les structures du champignon. Avez-vous une idée? Ah, pour apothésie. Hein? Apothésie. Oui, j'avais pensé. Moi, je dirais B. Ils sont gros. Donc, la pourriture à sclérote? OK. Bien, la réponse, c'est B. C'est un champignon totalement inoffensif. Mais on le retrouve souvent en même temps qu'on retrouve les apothécies de pourriture à sclérote. C'est retrouvé en même temps. Donc, c'est à peu près 3 semaines après que le couvert végétal de soya se referme. Les apothécies, ça ressemble à ça. Hein? Ils ont à peu près 1 à 4 mm de diamètre. Et puis, c'est comme des petites trompettes, mais à la différence du bird's nest, qui est le champignon inoffensif, bien, ils n'ont pas de petites boules là, à l'intérieur, comme on observe. Ça, c'est les apothécies de pourriture à sclérote. C'est bon? Donc, dernier cas, c'est un dommage d'herbicide, je vous le dis tout de suite. Donc, on observe, c'est ça, des manques sur les rangs, des plants morts et des nervures aussi pourpres ou
rouge dans les plants qui ont survécu. L'herbicide a été appliqué vers la mi-juin en poisse levée hâtive. La nuit qui a suivi, l'application a été très fraîche. Tous les champs de soya de la ferme présentent les symptômes, puis certains rangs sont plus affectés que d'autres. Donc, est-ce que c'est un dommage de pursuit, de dicamba ou de glyphosate? J'en ai quelques-uns ici. C'est plan, mais on voit moyen, là, mais en tout cas. Donc, selon vous, glyphosate, j'ai entendu. OK. Bon, ben c'est pas le glyphosate, c'est un dommage de pursuit, donc c'est un herbicide du groupe 2. Puis c'est des dommages typiques des herbicides du groupe 2. Ça cause justement des nervures violacées, le ralentissement de la croissance des plants, etc. Puis pourquoi qu'il y a certains rangs qui étaient plus affectés que d'autres, c'est qu'il y a eu un entrecroisement, dans le fond, avec l'arroseuse. La dose était correcte, mais à une dose trop élevée, ça peut causer ça. Puis aussi, quand la nuit est froide, suivant l'application, ça ralentit un petit peu le métabolisme des plantes, puis ça fait en sorte que l'herbicide a plus d'effet sur la plante, donc peut causer un petit peu plus de dommages. Les herbicides de type 2 peuvent-tu faire ça? Oui, bien, généralement, je pense, oui. Ouais. C'est ça les dommages typiques quand il arrive un problème là, de phytotoxicité. Mais le plant va se reprendre pareil. Oui, dans ce cas-ci, là, les plants ont repris, mais ça aurait... C'est sûr que ça ralentit un peu leur croissance. C'est pas idéal. C'est pas idéal. Puis en comparaison, ben, le dicamba, qui est un herbicide du groupe 4, c'est des herbicides hormonaux, ben, il va causer comme des froissements des feuilles, comme une croissance un peu bizarre, parce qu'il dérègle les hormones des plantes. Puis le glyphosate, quant à lui, ben, c'est vraiment les feuilles jaunissent, puis après ça, ils deviennent nécrosées, deviennent mortes, puis le plant meurt 10 à 14 jours après. Donc c'est ça les différences. Donc, vous voyez que des fois, c'est pas facile de faire un bon diagnostic. Puis, des fois, on peut réussir, tant mieux dans ce temps-là. Mais quand que vous avez quelque chose sur votre entreprise, vous dites « Ah, c'est quoi ça? Puis j'aimerais ça le savoir. » Bien, il y a le laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAC qui est à Québec. Vous pouvez leur envoyer une image du symptôme. Ils vont vous donner le diagnostic la journée même. Ça coûte 30 $ par exemple. Sinon, vous pouvez envoyer un plan au complet avec les symptômes, puis ça coûte 80 $, mais vous allez vraiment avoir un diagnostic précis. Des fois, ça peut être pratique quand on ne sait pas c'est quoi. Oui, j'achève. OK. OK, oui. Mais je veux savoir, ce que tu peux envoyer l'image numérique, c'est n'importe quoi? Il y a des pathogènes qu'il faut qu'ils... C'est ça. L'image numérique, ça a des limites. Oui, c'est ça. C'est sûr. Mais des fois, ils sont capables, mais des fois, ils vont vous dire, envoyez-nous un plan. Pour qu'on valide. Puis pour le nématode Achis du soya, si ça vous intéresse de savoir s'il y en a dans votre champ, bien, c'est le laboratoire de nématologie d'Agriculture Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu qui font les tests. Vous pouvez envoyer un échantillon de sol, c'est encore gratuit pour l'instant, donc moi je vous conseille de profiter du service cette année. Là, je vous ai parlé de plusieurs choses. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer des fois les stratégies d'intervention contre les différents ravageurs et tout ça. Mais au RAP, on publie beaucoup de bulletins d'information et nos avertissements aussi. Puis on explique en détail quoi faire quand vous avez un certain ravageur, c'est quoi les symptômes, etc. Donc, je vous conseille de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Donc, vous avez la procédure à suivre, là, ça va être dans vos feuilles. C'est ça, c'est tout. Donc, je vous remercie de votre intérêt, de votre participation. Puis, il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à cet atelier-là pour aller me chercher des plans avec des dommages. Donc, je tiens à les remercier aussi, ces gens-là. Merci beaucoup. Voilà.